Bonjour à tous. Donc, avant de laisser Stéphane nous présenter sa vie, son œuvre en 45 minutes, donc, je vais vous présenter brièvement donc, les membres du jury. Donc, à distance et qui s'excuse, Grégory Mailly, donc, de professeur à Jean Blou, et donc qui doit nous entendre là, normalement. Ensuite, dans le jury, donc, tout à fait à notre droite, donc, on a Christian Huyghe, directeur de recherche INRAE donc, à Paris. À ma droite également, donc, Aude Ernoult, qui est professeur à l'Université de Rennes. Donc, vous avez Lionel Alieto, qui est, lui, directeur de recherche à Agir à Toulouse, et Thierry Doré, donc, AgroParisTech, un concurrent, donc, de Paris. Et donc, moi-même, qui assurerai la présidence, donc Sylvain Gendreau, donc Institut Agro Dijon. Voilà. Et donc, on va laisser Stéphane nous présenter ses travaux pour une 45 minutes à peu près. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, merci, Monsieur le Président. Merci les membres du jury. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de recherche de mon début de carrière dans le but de l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches que j'ai intitulé Agroécologie systémique au service de la régulation biologique de la flore adventice, évaluation de pratiques et de systèmes de culture agroécologique à faible ou sans usage d'herbicides. Alors, c'est un projet de recherche qui a commencé assez jeune, en 1983, quand je suis né, avec une vocation de travailler dans le monde agricole qui m'a été inculquée par mon grand-père, mais qui très rapidement a pris naissance à l'Institut agronomique de Paris-Grignon, où j'ai réalisé mon cycle ingénieur et le master agronomie via la voie de l'apprentissage au 7e. Puis par la suite, j'ai été docteur à l'INRA dans l'UMR Biologie et Gestion des adventices, qui est une des unités fondatrices de l'UMR Agroécologie. J'ai par la suite été enseignant-chercheur à l'ESA d'Angers, où j'ai mené des recherches sur les cultures associées au sein du LEVA. Et par la suite, j'ai été recruté en octobre 2012 au sein de l'UMR Agroécologie en tant que chargé de recherche sur un poste d'agronomie systémique au service de la régulation biologique de la flore adventice. Moins d'un an après ça, avec Violaine Déthieu, on a été nommé à l'animation et à la construction de la plateforme Cassis que l'on a lancée en 2018, en même temps que la plateforme ABI. Je reviendrai sur ces deux dispositifs après. Et au cours des premières années de mon recrutement, j'ai été faire un séjour de longue durée à l'Université de Cornell dans l'État de New York en tant que chercheur invité. Alors, j'ai dédié l'ensemble de mes recherches aujourd'hui majoritairement sur l'étude de la flore adventice, que ce soit au départ au 7e sur l'étude des repousses de colza dans les systèmes de culture, pouvant créer des pollutions de récolte, ou alors sur la flore adventice des espaces semi-naturels tels que le bas enherbé qui peuvent potentiellement disperser dans les parcelles agricoles adjacentes, l'effet des cultures associées sur la régulation de la flore adventice et depuis mon recrutement sur la diversité de la flore adventice dans les champs et les espaces hors champs via les mécanismes de régulation biologique de la flore et ce jusqu'à aujourd'hui. Alors la flore adventice que je définis ici comme l'ensemble des plantes qui croît sur des parcelles et que l'agriculteur ne se propose pas de cultiver sont en fait un ensemble très très diversifié. On n'étudie pas un objet très unique. Parmi les 7000 espèces qui sont dans la flore de France, il y en a à peu près 1200 qui peuvent vivre au moins ponctuellement dans les champs cultivés, et parmi lesquels 220 que l'on retrouve très très communément lorsque l'on fait des relevés de flore. Au-delà de cette diversité, une des particularités, c'est que cette flore elle est majoritairement annuelle, ce qu'on appelle des thérophytes en écologie quand on regarde les types de ranquières, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de produire des semences pour pouvoir se maintenir dans le temps comme organe de survie. Et ça peut être potentiellement un énorme avantage puisqu'il suffirait que les adventistes ne grainent pas pour qu'on arrive à les maîtriser sur le long terme. Or, elles ont une particularité, ces semences annuelles, c'est que en fait, dans les parcelles cultivées, elles sont majoritairement présentes dans le stock semencier. On ne voit, alors selon les études, qu'entre 10 à 50% de la flore qui lève chaque année de ce stock, donc 50 à 90% de ce stock est dans le sol, composé de stocks semenciers qui font persister les graines en fonction de leur durée de vie dans le sol et pouvant créer des stocks semenciers qu'on appelle élevés jusqu'à plus de 100 000 graines par mètre carré de sol. Donc l'étude de ce stock est très très importante quand on est un agronome de la gestion de la flore adventice parce qu'il va être la mémoire des pratiques passées, alors majoritairement des pratiques récentes, mais quand même, selon la durée de vie des semences, mais aussi le potentiel de la flore à venir. Et quand on travaille en agronomie sur la conception et la reconception de systèmes, c'est intéressant de connaître le potentiel de cette flore à venir. L'autre chose, c'est que la flore adventice est de fait majoritairement présente dans les parcelles, et c'est ce pourquoi on la désherbe, j'y reviendrai après. Mais en fait, pas que. Et d'ailleurs, la flore adventice est beaucoup plus riche et abondante lorsqu'on se rapproche des bordures de parcelles, et notamment dans ces espaces qu'on appelle des interfaces, qui sont situés entre la bordure extérieure et le premier rang de semis,
mais aussi dans les bordures extérieures. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de littérature qui a démontré, et j'ai travaillé sur ça au tout début de ma carrière, sur le fait qu'il y avait des espèces qui étaient strictement cantonnées à la bordure et qui ne dispersaient pas dans les champs, mais qu'il y avait aussi des espèces strictement cantonnées à la parcelle, comme par exemple les espèces messicoles, mais qu'il y avait des espèces qui vivaient dans cet écotone, cette espèce d'interface, de mélange d'habitat au milieu, ou alors des espèces qui pouvaient disperser de la bordure vers les pleins champs. Et donc gérer la flore des bordures est parfois important pour limiter les infestations dans les parcelles. Alors, ce pourquoi la flore est désherbée dans les parcelles agricoles, et c'est assez largement reconnu et de plus en plus documenté sur l'ensemble des services, c'est parce que la flore adventice est responsable d'une diversité de 10 services écosystémiques qu'on appelle nuisibilité, qui peut se classer dans la littérature française, c'est pas exactement comme ça en anglais, mais en nuisibilité primaire et secondaire. La primaire étant celle qui a lieu à l'intérieur d'une parcelle une année donnée, et secondaire, la nuisibilité sur les années suivantes, via notamment le remplissage du stock semencier qu'on a parlé juste avant. Et cette nuisibilité primaire, elle peut être directe ou indirecte. La directe, c'est plutôt l'interférence avec la culture, les pertes de rendement générées. Et la nuisibilité indirecte, c'est toutes les autres formes de nuisibilité, les augmentations de débit de chantier, la gêne à la récolte, la toxicité, etc., etc. Il se trouve aussi que la flore adventice, par sa présence dans les écosystèmes et par le fait qu'un certain nombre de ces espèces ne sont présentes que dans les parcelles agricoles, elles sont à la base de longues chaînes trophiques et donc du coup pourvoyeuses de services écosystémiques en fournissant des ressources à des organismes tels que des pollinisateurs ou des prédateurs de graines ou des auxiliaires de culture. J'ai ici remis la revue faite en 2018 de Blais et Al, qui a regardé l'ensemble des articles publiés sur les services écosystémiques de régulation fournis par la flore adventice, parmi lesquels des services pour la régulation de d'autres bioagresseurs, du recyclage des cycles, etc., etc. Alors, il se trouve que du coup, la flore adventice est à la base de cette dualité entre fournir des services et des disservices. Mais par contre, il se trouve que la flore adventice ne fournit pas forcément ses services et ses disservices en même temps, au même endroit de la parcelle, en bordure ou en plein champ, et pas forcément avec la même taille d'effet selon les systèmes de culture ou les cultures dans lesquelles elle se trouve, puisque les systèmes de culture, on va revenir après, vont structurer les communautés adventices en termes de composition et de densité, et donc du coup, balancer plus ou moins la flore adventice vers plus de services ou plus de disservices. L'autre chose, c'est que la flore adventice n'est pas un élément stable, ou les communautés adventistes n'est pas un élément stable. Elle évolue, et notamment sous l'effet des changements de pratiques agricoles. Je vous présente ici deux grands changements qui ont eu lieu au cours des dernières décennies, comme par exemple l'augmentation de l'usage des engrais qui a conduit à spécialiser la flore adventice par rapport aux espèces qui sont non adventices vers des espèces qui sont de plus en plus nitrophiles et donc du coup adaptées à pousser dans ces sols qui sont relativement riches et par ailleurs très compétitifs pour d'autres critères que les nutriments, comme par exemple la lumière. Et aussi l'augmentation de l'usage des pesticides qui a conduit à sélectionner les communautés adventices et à perdre de la diversité dans les parcelles. On a vu au cours des travaux de Guillaume Fried qu'en faisant des relevés diachroniques à 30 ans d'écart, on avait perdu 66% de l'abondance dans les parcelles agricoles et 44% de la richesse, ce qui par ailleurs peut être vu comme un signe de bonne gestion de la flore adventice et d'augmentation de l'efficacité de la gestion, mais par ailleurs une perte de diversité floristique. Alors, il se trouve qu'on a perdu de la flore dans les parcelles agricoles au cours de ces 30 dernières années, mais pas forcément à l'échelle d'un paysage agricole. Parce que encore dans les travaux de Guillaume Fried, on a pu voir que quand on faisait des relevés diachroniques à 30 ans d'écart, il y avait des espèces qui avaient disparu des pleins champs, du cœur de la parcelle, mais elles n'avaient pas forcément disparu quand on prenait en compte les interfaces, là, ces fameuses bordures qui sont à ras de la bordure extérieure, et que 18 espèces étaient en déclin, mais alors que si on tenait compte de ces interfaces, elles étaient relativement stables en termes d'abondance dans le temps. Et au-delà de ça, au-delà de ces changements de pratique, on sait que les paysages ont évolué tant en termes de configuration que de composition. Et cette évolution des paysages agricoles fait perdre un certain nombre d'habitats à des adventistes, notamment par l'augmentation de la taille des parcelles ou la modification des assolements dans le paysage agricole. L'autre changement qui s'accélère aussi, c'est l'évolution du nombre d'impasses de désherbage chimique qui va du coup par la suite nous poser des questions pour revoir les leviers mobilisables. Je présente ici par exemple le travail de Bruno Chauvel et de ses collègues qui montre la dynamique d'enregistrement en vert clair et de retrait en vert foncé de substances actives herbicides jusqu'en 2022-2021, où on voit que la proportion de retrait s'accélère par rapport à la proportion de nouvelles substances actives. Donc, le pipeline de nouvelles matières actives
s'amenuise, voire même est vide, et la dynamique de retrait s'accélère, accompagnée de l'évolution d'un nombre de résistances sur une très grande diversité de modes d'action, avec aussi une répartition spatiale de ces résistances qui s'accélèrent. Je présente ici, par exemple, sur les 25 espèces adventices, deux exemples, le vulpin et le régras, et la résistance notamment au glyphosate, qui, d'un point de vue spatial, s'étend en France et qui, du coup, crée des impasses de gestion et qui pousse à re-questionner la place du désherbage chimique dans la gestion de la flore adventice et sa pérennité. De plus, se surajoute par-dessus ça une transition assez généralisée des systèmes, et ce, bien au-delà de la volonté de vouloir gérer la flore adventice. On voit progresser, par exemple, en France, les pratiques qui tournent autour de l'agriculture de conservation des sols, la réduction du travail du sol, accompagnée de la diversification des espèces et de la couverture des sols, et aussi un regain d'intérêt vers l'agriculture biologique qui, par ailleurs, elle, va mobiliser du travail du sol pour gérer la flore adventice. Et il se trouve que quand on regarde la dynamique de ces deux grandes formes agricoles, qui nous intéressent énormément d'un point de vue de la gestion de la flore adventice, l'une est encore très dépendante à l'utilisation de l'usage des herbicides, l'autre est encore très dépendante à l'utilisation du travail du sol. Et il y a, quand on regarde la corrélation entre le nombre de travail du sol et l'usage des herbicides, une relation négative avec une zone grise qui suggère qu'il y aurait peut-être un antagonisme à réduire complètement le travail du sol et l'usage d'herbicides, ou en tout cas à y chercher des pistes agronomiques de systèmes de culture performants et durables. Donc, mes recherches se placent dans un cadre général nécessaire de changement du cadre conceptuel de la gestion de la flore adventice. Le premier, de revoir l'étendue des leviers qui sont mobilisés pour passer d'une protection intégrée de la flore adventice à une gestion agroécologique de la flore adventice. Le deuxième, qui consiste à réfléchir l'échelle de gestion, c'est-à-dire de passer d'une gestion de la parcelle et du système de culture à une gestion à l'échelle de la parcelle étendue et du système agroécologique. Je redéfinirai ce terme un peu plus tard. Une vision de changement de niveau d'organisation, de ne pas penser simplement gérer des populations d'une espèce, comment je fais pour gérer le régras, comment je fais pour gérer le vulpin, mais de gérer une communauté qui par ailleurs rend des services et des disservices, et de changer d'objectif de gestion pour passer d'une vision mono-objectif, par exemple, je veux limiter mes pertes de rendement, je ne veux pas que les adventices grainent, et donc quel est le seuil de nuisibilité d'intervention, à une vision plutôt multicritère de la flore adventice qui va tenir compte des services et des disservices rendus par cette flore. Du coup, j'ai développé un projet de recherche au début de ma carrière qui avait un double objectif, dont je vais vous présenter ces deux objectifs et la démarche. Ce double objectif se situe sur un gradient de compréhension et d'évaluation des systèmes de culture pour la conception. Alors, d'un point de vue compréhension, c'est l'étude des effets sur la communauté adventice, soit de pratiques agroécologiques mises en œuvre dans les parcelles cultivées ou dans les bordures de champs, et des systèmes de culture agroécologiques. Et de l'autre côté, l'évaluation des services et disservices rendus par cette flore-là, que ce soit à l'échelle parcellaire, système de culture, ou à l'échelle paysagère. Alors, ce que j'appelle gestion agroécologique de la flore adventice, c'est en fait la mobilisation par les pratiques que l'on va mettre en œuvre d'un certain nombre de processus biologiques, parmi lesquels certains sont des processus de régulation biologique. Je vous ai mis ici un schéma que l'on a réalisé avec des collègues où on présente ces processus biologiques que sont la compétition, la prédation, le parasitisme, la hélopathie et la modification du microclimat à la surface du sol, qui n'est pas, elle, un processus de régulation biologique directe. Et donc, la compétition et la hélopathie sont deux mécanismes majoritaires mobilisés par ces pratiques agroécologiques. La compétition, c'est une interaction biotique négative qui va conduire à réduire la croissance d'une plante à partir du moment où les ressources sont limitantes pour ces plantes-là et que l'ensemble des ressources ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. L'allélopathie, c'est plutôt un mécanisme par lequel une plante va interférer sur une autre via la sécrétion de produits composés dans l'environnement, que ce soit sous la forme de plantes vivantes ou de plantes mortes. Ces deux mécanismes sont très, très difficiles à décorréler, mais ce sont les mécanismes principaux qui sont à l'œuvre, même si les autres sont étudiés, par exemple le parasitisme pour étudier des potentiels biocontrôles ou la prédation, par exemple, par des carapes, des graines d'adventice. Alors, quand on parle de gestion agroécologique de la flore adventice, on se place dans un cadre de la littérature qui va viser à étudier ce qu'on appelle des couverts complexes, mélanger des espèces dans les systèmes, étudier ce qu'on appelle des systèmes de culture multiples, ou alors des systèmes de culture basés sur la mobilisation de la biodiversité. Alors, principalement cultivés, mais pas toujours.
Et cette diversification qui va être opérée dans les systèmes de culture peut se faire d'un point de vue spatial. On va augmenter le nombre de variétés ou d'espèces cultivées en un temps donné, ou alors une diversification temporelle où on va diversifier dans le temps, partiellement ou totalement, les systèmes de culture. Et ça va passer par l'utilisation d'une plus grande diversité de cultures récoltées pour leurs graines. Par exemple, des pratiques comme l'utilisation de cultures couvrantes, de variétés couvrantes, de mélanges de variétés, de cultures associées, de relay cropping ou de cultures dérobées, mais aussi par l'utilisation de plantes de service qui, du coup, par définition, ne sont pas récoltées pour leurs graines ni leur biomasse, et qui peuvent être des couverts annuels d'interculture, des couverts permanents, du semi-sous couvert ou des plantes de compagne. Et on peut faire ça à l'échelle parcellaire ou à l'échelle paysagère via l'utilisation d'infrastructures agroécologiques, par exemple. Alors, ma démarche de recherche, je l'ai positionnée sur un double axe d'échelle spatio-temporelle allant du peuplement végétal, de la parcelle, du système de culture et du paysage, et de mobilisation de différentes approches méthodologiques, parmi lesquelles l'expérimentation en conditions contrôlées, l'expérimentation factorielle, l'expérimentation système, du monitoring de parcelles agricoles d'agriculteurs et de simulation à l'aide de modèles. Alors, je vous présente ces 6 axes. Le premier, il visait à étudier la biologie d'espèces adventices sur des caractéristiques biologiques particulières. Ces caractéristiques biologiques pouvant être la raison pour laquelle certaines espèces progressent dans des systèmes de culture ou au contraire régressent dans des systèmes de culture. Ou alors l'étude de traits qui sont hyper importants pour pouvoir optimiser l'efficacité des leviers agroécologiques ou des leviers de gestion de la flore adventice. Je vous présenterai par la suite un exemple, mais ça peut par exemple passer par quand est-ce que les adventices grainent? Est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre de l'essimage? Est-ce que les adventices germent mieux en surface qu'enfouis dans des systèmes en semi-direct? Quand est-ce que les adventices arrivent à floraison pour fournir des services, par exemple, en lien avec la pollinisation? Le deuxième axe de recherche porte sur l'étude des règles d'assemblage des communautés adventices et la quantification des poids relatifs des pratiques. C'est hyper important en tant qu'agronome système de savoir quantifier à quel point les pratiques agricoles, l'ensemble des pratiques agricoles ont un poids dans la structuration des communautés, au-delà du sol, au-delà du paysage, qui est peut-être plus difficile à modifier, et au-delà de variables climatiques que par ailleurs, sur lesquelles par ailleurs on peut moins jouer. Et donc ce concept de filtrage des espèces consiste à dire qu'il existe un pool régional d'espèces dans une région et que ces espèces vont être plus ou moins filtrées par un certain nombre de pratiques, de sols, de climats, de paysages, et qui va faire que dans une parcelle, à un moment donné, il va y avoir un sous-ensemble d'espèces qui ont des traits qui sont mal adaptés à ces filtres que l'on a mis en œuvre, et qui du coup vont voir leur probabilité de présence réduite, et des espèces qui ont un sous-ensemble de traits qui sont particulièrement bien adaptés à ces filtres et qui vont voir leur probabilité de présence importante, voire même progresser au cours du temps. Et donc, j'ai mis en œuvre un certain nombre de ces recherches-là sur les grandes cultures, sur la viticulture et aussi sur les espaces hors champ. Le troisième axe porte sur l'étude des relations de compétition dans les couverts complexes. Vous l'avez compris, réguler la flore adventice via les mécanismes de compétition et d'allélopathie suggère d'étudier ces relations de compétition dans des couverts qui sont beaucoup plus complexes qu'une culture pure qui est semée avec une seule variété dans une parcelle dans laquelle il n'y a aucune adventice, dans lequel, du coup, je vais étudier cette augmentation, ces relations de compétition dans un gradient de diversité cultivée croissant, passant par exemple d'une culture pure à une culture associée, comme ici la févrole titricale, ou alors des couverts multi-espèces, ou alors sur un gradient de diversité spontanée, passant d'une culture pure à une culture qui en présente d'une seule adventice, ou alors d'une communauté beaucoup plus complexe, et de savoir si les relations de compétition dans des communautés complexes sont les mêmes que celles qui ont largement été étudiées par le passé dans des communautés monospécifiques. Les seuils de nuisibilité sont nés de là, de l'étude de la quantité d'adventices qui réduisait le perte de rendement quand la communauté était composée d'une seule espèce. Et il s'agissait d'étudier cette communauté dans des relations beaucoup plus complexes, et je présenterai un exemple par la suite. Le quatrième axe, il porte sur l'évaluation malherbologique et multicritère de stratégies de gestion agroécologique de la flore. Il a consisté en fait à utiliser un ensemble d'essais systèmes ou de monitoring de parcelles agricoles d'agriculteurs pour développer des méthodes de suivi de la flore, alors partiellement existantes, et d'évaluation des pertes de rendement, de la pression biotique réalisée par ces espèces-là, et en collaboration avec des collègues multicritères sur un panel d'indicateurs de multiperformance de ces systèmes de culture. Je l'ai notamment fait sur les essais PIC de longue durée lancés par Nicolas Munigelin dans les années 2000, et sur les deux plateformes Cassis et Abi
sur lequel j'ai été très impliqué, mais je l'ai aussi fait dans des réseaux d'essais systèmes Rotabé ou Réseau Pest, par exemple. Le cinquième axe visait à mettre à profit l'ensemble de cette connaissance acquise par les axes précédents, l'évaluation malherbologique, la compréhension des relations de compétition, etc., soit pour la conception d'outils, pour aider d'outils à dire d'experts, pour aider à synthétiser la connaissance experte sur la gestion de la flore adventice, alors soit ciblée sur certaines espèces comme le chardon, ou alors sur l'ensemble des espèces adventices comme l'outil Comberpic que je représenterai après, ou alors la co-conception de systèmes de culture, notamment les essais systèmes Cassis et Abi qui ont été mis en œuvre depuis 2018 sur les parcelles du domaine expérimental des Poisses ou sur le domaine de Bourges. Et enfin, le dernier axe de recherche, qui est né en fait de ma volonté et de ma proximité avec le monde agricole, d'analyser un peu plus la perception de la flore adventice et des pratiques agroécologiques par une diversité d'acteurs, parmi lesquels des chercheurs, des expérimentateurs, des conseillers et des agriculteurs. Je me suis posé un certain nombre de questions sur quels étaient les freins à la mise en œuvre de pratiques agroécologiques et quels étaient les freins et leviers au regard de la perception que pouvaient poser un certain nombre de personnes sur l'objet flore adventice. Et donc, j'ai lancé des enquêtes en France, mais aussi aux États-Unis, sur la perception des couverts, de manière à mieux comprendre qu'est-ce qui façonne la perception que les gens ont de cet objet et donc la volonté de désherber les parcelles. Alors, j'ai mené ces travaux-là majoritairement en grande culture et un petit peu en viticulture, toujours sous l'angle de l'étude des effets du travail du sol, des couverts spontanés et cultivés sur la gestion de la flore adventice, et aussi dans différents types d'habitats, notamment en plein champ et en bordure des champs ou dans l'interface ou dans les habitats semi-naturels, en France et aux États-Unis. Et donc, j'ai prévu de vous illustrer maintenant comment j'ai pu mettre en place cette démarche de recherche sur un exemple, qui est l'exemple de la flore des parcelles cultivées en paysage agricole, sachant que je l'ai aussi mis en œuvre sur la flore des habitats semi-naturels des paysages de grande culture et un peu moins partiellement sur l'ensemble des actes sur la viticulture, par exemple. Alors, dans l'exemple qui va venir sur la flore adventice des parcelles cultivées, vous allez trouver des diapos qui sont sous cette forme-là, sur lequel en haut, vous verrez un thème de recherche. Ici, vous verrez l'axe qui est mobilisé, un certain nombre d'éléments de résultats au milieu, des éléments de conclusion en bas, un certain nombre de personnes que j'ai encadrées qui ont travaillé sur ce sujet-là et un certain nombre de références scientifiques d'articles sur ce sujet. Alors, une flore adventice, surtout quand elle est annuelle, le début de sa phase pour sortir du stock semencier, c'est de germer et de lever. C'est à partir de là que du coup les malherbologues dans les champs vont pouvoir observer la flore adventice et c'est une phase qui est très très cruciale pour les plantes annuelles. Et donc j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce qui faisait que certaines adventices germaient mieux et levaient mieux que d'autres, notamment parce que dans les parcelles en semi-direct, on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus d'espèces pérennes, mais qu'il y avait encore un certain nombre d'espèces annuelles et qui par ailleurs arrivaient à se maintenir dans le temps alors même qu'on ne travaillait plus le sol. Et donc, on a mis en place des expérimentations en conditions contrôlées où on a testé une diversité d'espèces adventices et on s'est rendu compte que le fait de positionner des graines à la surface du sol par rapport à enfouies à 0,5 cm, ce qui est rien, enfin, ce n'est pas un travail du sol directement qui peut faire ça, on pouvait avoir une réduction de 25% de la germination des adventices, que le stress hydrique pouvait réduire la germination de 19% et que le couvert, la présence d'un couvert, pouvait réduire la germination levée de 17%. Donc, quand on cumule ces effets-là, c'est-à-dire du non-travail du sol qui laisse les graines en surface, le stress hydrique d'été et la présence de couverts végétaux, on peut avoir une diminution très drastique des germinations levées d'espèces annuelles adventices. Mais pas pour toutes les espèces. Il y a un certain nombre d'espèces, en l'occurrence, qui germent aussi bien si elles sont enfouies ou en surface, pas toujours corrélées d'ailleurs à leur taille de graines, et un certain nombre, par contre, germent moins lorsqu'elles sont présentes sous couvert. Et ça nous donne un certain nombre d'indications pourquoi certaines espèces adventices arrivent à se maintenir dans des parcelles en semi-direct, alors même que ce sont des espèces annuelles et qu'elles doivent germer tout en étant en surface. La deuxième chose, c'est que quand on étudie l'axe 2 sur les filtres et les règles d'assemblage, on savait déjà qu'il n'existait pas la même flore en fonction des parcelles, notamment sous l'effet des cultures qui étaient semées. Il n'y a pas la même flore dans une parcelle de blé que dans une parcelle de maïs ou d'une parcelle de soja. Et donc, c'est un levier pour pouvoir diversifier les rotations que d'alterner les cultures pour diversifier justement les flores adventices. Or, quand on diversifie les systèmes de culture, on diversifie à la fois les cultures et les pratiques de gestion que l'on met en œuvre dans ces cultures. Et on n'est pas toujours capable de pouvoir
segmenter ces effets de système de culture, de diversification des pratiques et de diversification des cultures. Et donc, dans un travail que j'ai mené avec Guillaume Adeux et Séverin Ivos dans le cadre de leurs thèses respectives, que j'ai co-encadré en même temps, on avait étudié les essais systèmes mis en œuvre sur les CEPIC Adventis lancés par Nicolas et sur la zone de Fenech, qui sont des parcelles agriculteurs à côté. Et on a pu identifier donc, sur ces deux jeux de données que le système de culture à lui seul expliquait 25% de la variation des communautés adventices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'on n'est pas capable d'expliquer totalement la composition et l'abondance relative de certaines espèces. Que le type de culture à lui seul explique 30% de cette flore-là, et que le système de culture plus le type de culture explique 50%. Avec ce genre de travaux, dans lequel on fouille un petit peu l'effet des pratiques, on arrive à délivrer un certain nombre de messages à des agriculteurs, notamment du fait qu'il n'existe pas de dieux malherbologie qui font que les adventices apparaissent dans une parcelle et s'expriment, mais qu'il y a bien un filtrage et que quelque part, on a les adventices qu'on mérite via les systèmes de culture que l'on met en œuvre, et que les systèmes de culture et que les types de culture sont des vrais filtres de la flore adventice, notamment dans ces systèmes, le rôle important de l'usage d'herbicides, du travail du sol et de la diversité que l'on retrouve toujours comme des grands gradients structurants des communautés adventices. Alors, pourquoi on avait fait cette étude-là à la base? C'est parce qu'on avait l'intention de démontrer qu'en diversifiant les systèmes de culture, en diversifiant les rotations et les cultures, on allait pouvoir diversifier la flore adventice. Il s'avère que ce n'est pas toujours le cas, notamment dans cette étude sur laquelle on avait travaillé sur la zone de Fenech en Bourgogne. La diversité des pratiques ne conduit pas toujours à une plus grande diversité floristique, surtout étant que l'usage et l'intensité d'un certain nombre de gros leviers, de gros marteaux, appelé Big Hammer en comparaison à Many Little Hammers, qui a été un concept proposé par Liman et Gallant en 1997, ne baisse pas. Tant que les systèmes de culture ne baisseront pas en termes d'intensité de travail du sol ou de désherbage, on ne pourra pas avoir l'expression d'une diversité floristique sous l'effet de la diversification des pratiques agricoles dans les systèmes. Alors pourquoi on voudrait voir une diversité floristique s'exprimer dans les parcelles agricoles? Eh bien, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui traînaient dans la littérature que la diversité floristique pouvait atténuer les pertes de rendement, sans pour autant que cette hypothèse ait été démontrée en grande culture notamment. Et donc, dans la thèse de Guillaume Adeux, on a mené une expérimentation pluriannuelle qui a beaucoup fait parler par ailleurs, qui visait à essayer de démontrer l'hypothèse, ou tester l'hypothèse selon laquelle les communautés diversifiées pouvaient réduire les pertes de rendement. Et donc, on a manipulé de la flore qui émergeaient dans des parcelles agricoles qui avaient été filtrées par les pratiques agricoles. Donc, ce n'est pas nous qui les avons semées. Et donc, on a créé des situations avec ou sans désherbage, avec ou sans flore adventice. La situation sans désherbage, sans adventice, étant du coup du désherbage manuel. On a pu démontrer avec cet essai-là que oui, sans désherbage, la perte de rendement de la flore, qui là, en l'occurrence, s'est exprimée de l'ordre de 1,15 tonne à l'hectare de biomasse sèche, 115 grammes par mètre carré, et de l'ordre de 30% de perte de rendement potentielle, on appelle ça, sur du blé tendre d'hiver, ici exprimé en rendement à 0% d'humidité. Et que quand on avait du désherbage, à condition que ce désherbage soit efficace, bien entendu, on n'avait aucune perte de rendement générée par les 15 grammes d'adventice résiduel. Si des fois on peut voir 1 à 5% de biomasse de perte de rendement observée, c'est ce qu'on appelle les pertes de rendement réelles générées par la flore résiduelle qui passe à travers le désherbage. Ce qui est beaucoup plus important là-dedans, c'est qu'on a pu démontrer donc cette relation négative entre l'augmentation de la biomasse adventice et la biomasse de la culture. Quand la biomasse adventice augmente, la biomasse de la culture baisse. C'est l'effet compétition. Mais on a observé que quand l'équitabilité des communautés augmentait, calculée ici sur la biomasse de la culture augmentait. L'équitabilité d'une communauté, une communauté est équitable à partir du moment où l'ensemble des espèces qui la composent ont à peu près la même biomasse. Elle est totalement équitable quand elles ont exactement la même biomasse. Et elle est complètement déséquilibrée, c'est-à-dire proche de zéro, à partir du moment où une espèce domine et prend en compte la majeure partie de la biomasse adventice. Et on s'est dit comment ça se fait que des communautés équilibrées ont un effet positif sur la biomasse de la culture, et on a pu démontrer que c'était lié au fait que les communautés équilibrées étaient par ailleurs des communautés qui généraient une faible biomasse, parce que quand dans une communauté équilibrée, vous avez du gaillet, du vulpin ou du régras qui sont par ailleurs des espèces très compétitrices et dont on sait qu'elles sont capables de générer des pertes de rendement, si elles sont dans une communauté équitable, c'est qu'elles sont à des niveaux de biomasse qui sont équivalents à la capselle, au pâturin ou à la pensée, et donc à des faibles biomasses. Et donc, il existe un triangle sur lequel on reviendra après, là en haut, où il n'existe pas de communauté, du moins dans celle qu'on a observée, de communautés équitables qui produisent beaucoup de biomasse adventice,
qui aurait permis de décorréler cet effet équitabilité sur la biomasse adventice. On a pu donc démontrer qu'il n'existait pas un seul moyen de réduire les pertes de rendement sur la culture, mais probablement deux. Le premier moyen de réduire les pertes de rendement, c'est de ne pas avoir de flore. Bon, un peu dépassé comme vision, enfin, tout le monde, ça existe encore, mais disons qu'on le savait déjà. Le deuxième, c'est si on a une flore, autant qu'elle soit diversifiée. Et par contre, diversifier à l'échelle du cadre, parce que ce n'est pas parce qu'on a 30 ou 40 espèces à l'échelle d'une parcelle qu'on n'aura pas de perte de rendement, c'est bien à l'échelle où se passe la compétition qu'il faut que cette diversité existe. Ces essais ont été menés notamment sur l'essai long terme PIC Adventis que l'on a étudié notamment dans la thèse de Guillaume Adeux et qui visait à démontrer qu'il était possible de réduire l'utilisation d'herbicides tout en gérant la flore adventice sur le long terme. Par la suite, on a répliqué les schémas d'analyse sur la plateforme Cassis, sur la plateforme ABI et sur d'autres jeux de données, mais l'essai système lancé par Nicolas visait à comparer un système de référence colza-bléorge d'hiver labouré avec du désherbage chimique à des systèmes de protection intégrée des cultures avec des rotations diversifiées et sur des gradients de dépendance à l'usage d'herbicides. Et on a pu démontrer avec ce travail-là que sur 17 ans de jeu de données, qui est à ce jour le jeu de données le plus fourni en termes d'évaluation malherbologique de systèmes de culture, il était possible de réduire l'usage des herbicides sur la quasi-totalité des systèmes. Alors, on avait un usage des herbicides qui était équivalent dans les systèmes TCSSD à la référence, ce qui est par ailleurs déjà une bonne performance, de ne pas en utiliser plus, et que dans les systèmes labourés, on pouvait réduire l'usage des herbicides de l'ordre de 46, 65 ou 99% par rapport à la référence. Bon, alors vous me direz, c'est facile de réduire l'usage d'herbicides, il suffit de pas en mettre. La question, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à gérer la flore adventice avec ces systèmes-là et de manière durable. Et donc, les travaux d'analyse menés par Guillaume ont pu démontrer que quand on comparait les relevés de flore qui étaient faits avant et après désherbage, en partitionnant les espèces qu'on avait vues avant et les espèces qu'on avait vues seulement après, on était capable d'avoir un niveau d'efficacité des leviers dans la culture qui était très bon. Et qu'en y couplant à ça des leviers prophylaxiques de rotation, de faux semis, de déstockage, de décalage de date de semis, on avait une efficacité stable de la gestion de la flore adventice sur le long terme et des pertes de rendement par cette flore résiduelle qui étaient non significativement différentes de la référence. Donc oui, il est possible de gérer la flore adventice en limitant les pertes de rendement sur le long terme. Et donc, il fallait mobiliser l'ensemble de ces connaissances-là pour concevoir des systèmes agroécologiques beaucoup plus poussés, beaucoup plus performants, notamment mobilisant d'autres leviers de gestion agroécologique de la flore adventice. C'est ce que j'ai fait notamment dans l'axe 5 de mes recherches, en collaboration avec Violaine, notamment pour la conception de la plateforme Cassis et Abi, dans lequel on a mobilisé des experts au cours de nombreux workshops pour concevoir ces systèmes de culture, sur des gradients de travail du sol, avec des systèmes en semi-direct plus ou moins stricts ou mobilisant le travail du sol, sur des gradients de recours à la fertilisation azotée et aussi mobilisant ou non l'élevage ovin pour venir aider les systèmes de culture. Et ces systèmes de culture sont en cours d'évaluation sur des plans multicritères dans le cadre de la thèse de Simon Buresi ou sur l'évaluation malherbologique des systèmes. Et dans ces systèmes-là, on a tendance du coup à les comparer à des systèmes de référence locaux dominants dans chacune des régions, sur lesquels on va par ailleurs enquêter les pratiques agricoles pour obtenir les mêmes niveaux de jeux de données. L'ensemble de ces connaissances acquises dans les essais systèmes, dans l'effet de la flore, de la compétition, etc., a aussi été mobilisé dans mes travaux pour concevoir des outils à dire d'experts qui aident à la reconception des systèmes de culture. Alors, par exemple, ici, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Ipsim Circium sur le chardon, mais ici, un exemple récent, dont le séminaire de fin de projet est d'ailleurs vendredi, qui rassemble l'effet des pratiques agricoles sur la flora adventice à l'échelle des systèmes de culture, que l'on a conçu avec 19 experts de R&D des différents instituts techniques qui sont mentionnés en bas, au cours de 19 workshops, et qui est actuellement en phase d'évaluation et de confrontation à des systèmes de culture en France et en Suisse, notamment les systèmes de culture PIC Adventis, Cassis et Abi, sur lesquels on a récolté beaucoup de données sur la flore adventice, les pertes de rendement, les stades des adventices. Et cet outil, en fait, à partir d'un certain nombre de variables d'entrée qui sont ici en vert jaune, là, va simuler des variables intermédiaires et des variables de sortie qui sont des indicateurs de nuisibilité de la flore, grenaison, perte de rendement, toxicité, etc., et qui peut être utilisé en atelier pour reconcevoir des stratégies de gestion ou, par exemple, faire évoluer les systèmes de Cassis et d'Abi.
Et le dernier axe visait à sonder la perception des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers agricoles et des expérimentateurs et des conseillers sur la flore adventice, notamment à travers une enquête qui a été diffusée en France et qui a récolté près de 1300 réponses et qui a permis d'identifier, par exemple, que les 10 services les plus mentionnés par les agriculteurs comme étant les raisons pour lesquelles ils désherbent sont limiter les pertes de rendement et limiter le remplissage du stock semencier. Et le service que les agriculteurs jugent le plus important, malgré que vous voyez ici que les 10 services sont mieux notés que les services, que les effets positifs de la flore adventice, sont la fourniture de ressources pour les auxiliaires. Je tiens à dire d'ailleurs que cette enquête a été répliquée en Suisse et que l'ordre de classement de ces services et de ces 10 services ne sont pas exactement les mêmes dans leur importance accordée. Et la deuxième partie que je ne présente pas ici, mais qui était pour moi très, très intéressante, c'était de faire l'équivalent, vu qu'on est ici au centre du goût, l'équivalent de ce qu'on appelle un test de choix, où on présente différents aliments à des personnes pour savoir ceux qu'ils préfèrent. Eh bien, dans cette étude que j'ai lancée, j'ai proposé différents relevés de flore à des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, pour savoir lesquels ils avaient envie de désherber ou de ne pas désherber, et lesquels, pour eux, étaient jugés problématiques ou non problématiques, pour un peu analyser les déterminants de leur perception de la flore adventice. Bien entendu, et comme dans les tests de choix d'aliments, j'avais choisi les relevés de flore de manière à ce qu'ils expriment des hypothèses sur l'effet de la densité, de la richesse, etc., sur la perception qu'ont les acteurs de cette flore. Alors, en termes de bilan de mes travaux de recherche, que ce soit en termes de compréhension ou d'évaluation des systèmes dans les bords de champ ou les pleins champs ou les bords de champ, que j'ai moins présenté en termes d'exemple, on a pu confirmer que les communautés adventices sont nuisibles, mais qu'on peut atténuer ces communautés adventices en limitant les infestations en début de cycle ou alors en maintenant une diversité floristique à l'échelle locale. Et que les adventices, elles progressent dans les systèmes de culture sous l'effet d'une combinaison de caractéristiques qui, par ailleurs, ces traits, ces valeurs de traits peuvent être modifiées à la marge sous l'effet des systèmes de culture. L'effet des systèmes de culture, par la pression adventice, par la diversification, peut faire en sorte que une espèce va germer plus tard dans un système de culture que dans un autre, par exemple, ou monter à graines plus tard dans un système de culture que dans un autre. On a pu démontrer que la flore était nuisible si elle n'était pas maîtrisée sur le long terme, ce qui du coup impose quand même qu'il faut gérer la flore adventice par une diversité de leviers. Ça ne veut pas forcément dire via une vision interventionniste, mais qu'en gros, quand la flore adventice n'est pas gérée, elle, sur le long terme, elle générera des pertes de rendement. Et que les leviers agroécologiques que j'ai étudiés via la mobilisation de la compétition de l'allopathie ont des effets partiels, beaucoup moins lourds que ces fameux gros marteaux que je citais tout à l'heure, et qui n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où l'intensité de ces big hammers réduit largement. Et par ailleurs, la flore fournit certes des services écosystémiques et des 10 services, mais un certain nombre de nos travaux dans la thèse de Séverin-Yvose montrent que ces services sont largement corrélés, puisque pour fournir des ressources aux organismes dans les paysages agricoles, il faut effectivement que la flore adventice soit présente en densité ou biomasse et fleurisse et parfois graine. Pour ce qui est des bords de champ, on sait que la flore adventice est beaucoup plus diversifiée que dans les parcelles agricoles, mais elle est aussi beaucoup plus stable. Il y a beaucoup moins de turnover des communautés adventices dans les bordures que dans les parcelles, mais elle est quand même influencée par les pratiques mises en œuvre à l'intérieur des parcelles. Par contre, les travaux ont démontré que le risque d'infestation depuis les parcelles vers les pleins champs est relativement faible, sauf si les modes de gestion mis en œuvre dans ces bordures conduisent en gros à éradiquer l'ensemble de la flore et créer un habitat nu dans lequel vont s'installer des espèces pionnières. Donc les modes de gestion sont très déterminants pour maintenir sur le long terme la diversité floristique. Et malgré que ces habitats d'interface et de bordure représentent une proportion très faible dans le paysage agricole, ils fournissent la majeure partie des services écosystémiques de la flore, bon, en partie parce que la flore adventice est moins abondante dans les parcelles agricoles. Alors, en termes de bilan, mes travaux ont conduit à la production de 79 articles scientifiques, dont 27 en premier auteur, 23 en dernier et 37 co-signés avec des équipes étrangères, en partie parce que j'ai été aux États-Unis et que j'ai co-encadré une thèse avec des équipes étrangères. J'ai participé à la rédaction de 6 rapports d'expertise parce que je fais partie du conseil scientifique du CTPS, que j'ai fait partie d'une expertise scientifique collective, notamment sur l'effet de cette diversification des paysages agricoles. J'ai participé à la rédaction de 26 chapitres et de 3 ouvrages. J'ai coordonné 3 ouvrages. Et je suis toujours très intéressé par la volonté de vulgariser mes travaux, soit sous la forme d'articles ou de vidéos, que je fais quasiment à chaque fois que je sors un article scientifique. Vous l'avez compris, du coup, en termes de posture, je suis un agronome des systèmes de culture, mais à la croisée de l'écologie des communautés végétales.
Je suis clairement dans une posture interdisciplinaire que j'assume pleinement, que j'ai appelé agroécologue systémique ou agronome système, ascendant écologue des communautés. J'aime me positionner à cette interface-là parce que l'étude de la diversité des communautés adventistes et des mécanismes de régulation biologique montre qu'il faut mobiliser des concepts issus de l'écologie des communautés ou de l'écologie du paysage parfois, quand on est un agronome système. Et donc, j'ai publié la majeure partie de mes articles dans des revues d'agronomie générale, d'écologie ou des revues spécialisées de la flore adventiste comme Weed Research et Weed Science, par exemple. L'ensemble de mes travaux ont aussi permis de participer au débat scientifique du maire général, que ce soit sur la nuisibilité de la flore et l'intérêt du désherbage, de manière à pouvoir, avec mes collègues de Dijon, rédiger un article sur les travers dans lesquels il ne faut pas tomber quand on analyse les relations entre l'usage d'herbicides, les pertes de rendement et la flore adventice, mais aussi dans la rédaction, toujours avec mes collègues de Dijon, d'une réponse à un article qui avait été fait, qui visait à minimiser l'importance de la compétition en tant que mécanisme dans l'interférence entre les cultures et les adventices. Mes travaux ont aussi permis de participer au débat scientifique autour de l'agriculture de conservation. J'ai publié un certain nombre d'articles et coordonné l'ouvrage sur l'agriculture de conservation des sols qui vise en gros à essayer de tenter de visualiser cette forme agricole non pas comme une agriculture de moyens qui met en œuvre des piliers, mais comme une agriculture qui est potentiellement pourvoyeuse de services écosystémiques. Et par ailleurs, vous vous en doutez, l'ensemble de ces travaux-là n'ont pas été menés tout seuls. J'ai participé à 38 projets de recherche, dont 13 sont encore en cours. J'ai coordonné, je coordonne encore, parce qu'ils sont en cours ces projets, 3 projets, un projet Ecophyto Costra, un projet avec Judith Burstin, PPR, CPA, le projet spécifique sur les systèmes riches en légumineuses sans pesticides, et un projet à Parsada sur la gestion de la flore adventice dans le cadre du retrait potentiel des herbicides. J'ai eu la chance de co-encadrer 6 doctorants, Lorelai, Guillaume, Séverin, Alicia, Sandy et Simon encore en cours, 5 postdoctorants et des étudiants. Et vous avez vu d'ailleurs dans les diapos que j'ai présentés que les travaux de ces doctorants sont très structurants de mon activité de recherche du maire général. Et mes travaux ont contribué aussi à un certain nombre d'apports méthodologiques à mes disciplines, que sont majoritairement l'agronomie et en partie l'écologie, via notamment des méthodes qui permettent d'identifier des gradients de pratique qui structurent les systèmes de culture. C'est hyper important parce que les écologues ont tendance à voir les pratiques agricoles sous la forme de gradients, les agronomes sous la forme des règles de décision et de la logique de pratique agricole. Et quand on a des jeux de données, des gros jeux de données avec des pratiques agricoles, c'est important de pouvoir quantifier des gradients qui structurent les communautés adventistes pour, par la suite, par exemple, quantifier la balance service-disservice des communautés adventistes pour tenter de passer d'un paysage actuel à un paysage virtuel qui viserait à minimiser les disservices et maximiser les services rendus par la flore adventice, qu'on a mis en œuvre dans le cadre de la thèse de Séverin Yvos, qu'a-encadré avec Sandrine Petit. Puis, avec Violaine, via ces expérimentations de systèmes agroécologiques, on a tenté de poser le concept de système agroécologique et d'expérimentation de systèmes agroécologiques en mimant un petit peu ce qui avait été fait sur l'expérimentation de systèmes de culture. Donc, on définit un système agroécologique comme un ensemble cohérent qui sera conçu et par ailleurs évalué de systèmes de culture et d'infrastructures agroécologiques et qui va être mis en œuvre sous la forme, par exemple, de petits paysages, de parcelles, conduits selon un ou plusieurs systèmes de culture, bordés d'infrastructures agroécologiques conçues pour un objectif général. Et donc, on a mis en œuvre cette démarche-là pour la plateforme Cassis et la plateforme ABI. Et on tente de faire effet boule de neige dans des réseaux en Europe de ce concept-là, de manière à expérimenter des systèmes agroécologiques. Alors, en termes de perspective, j'en ai détaillé plusieurs dans mon manuscrit, mais je propose d'en présenter 2 ici. La première, c'est de revenir sur cette dynamique, cette relation diversité-nuisibilité qu'on avait commencé à travailler avec Guillaume Adeux. On a démontré qu'on n'avait pas trouvé de communauté équitable qui produisait beaucoup de biomasse adventice, et donc on voulait tenter soit d'en trouver ou soit de manipuler des communautés adventistes de manière à voir s'il existe vraiment des communautés équitables qui produisent beaucoup de biomasse, qui permettraient vraiment de décorréler et de montrer un vrai effet biodiversité à cette équitabilité. Et par ailleurs, on a démontré un résultat intéressant que je n'ai pas présenté tout à l'heure, qui est que l'équitabilité des communautés observée sous la forme de la densité des adventices avant désherbage, dans un relevé de flore à l'hiver, était extrêmement corrélée, 83%, à l'équitabilité de la communauté adventice sur la biomasse tardive, au moment où cette biomasse génère des pertes de rendement. Et ce, à condition qu'il n'y ait pas de désherbage entre les deux, qui peut venir déséquilibrer la communauté. Ce qui fait que du coup, si
on observe une communauté très équilibrée très tôt dans la culture. Il y a une forte chance que cette communauté soit très équilibrée tardivement, et donc que du coup la biomasse adventice soit faible, et donc que du coup les pertes de rendement soient minimisées. Donc ça, c'est une piste pour démontrer que certes, la densité adventice est un très mauvais indicateur de perte de rendement, mais que peut-être que l'équitabilité de cette communauté est un meilleur indicateur des pertes de rendement. Et donc, dans le cadre du projet Parade et Costra, avec Marie-Charlotte Bopp et Guillaume Adeux, on a imaginé de pouvoir manipuler les communautés, soit dans des mésocosmes ou dans des parcelles agricoles, notamment sur la plateforme Cassis, de manière à aller mettre en compétition une culture avec des communautés adventices qui sont sur des gradients de diversité fonctionnelle ou alors d'un trait particulier, ici la hauteur par exemple, qui est un trait important quand on travaille sur la compétition. Et sur la plateforme Cassis, d'aller manipuler les communautés en retirant artificiellement des adventices qui dominent la communauté et qui sont par ailleurs des vrais mauvaises herbes, de manière à rééquilibrer la communauté et de voir si la compétition de culture adventice baisse. La deuxième grand axe qui se fera forcément par des collaborations et que j'ai en partie engagé dans Parade et dans le projet Costra précédent, c'est de coupler l'innovation agronomique et l'innovation en agroéquipement, soit par le test au champ de prototypes d'outils qui existent déjà et qui sont en demande d'évaluation. Et donc, la plateforme Cassis est très adaptée pour mettre en œuvre ces essais au champ pour tester en système sans pesticides ces innovations, mais aussi par le co-développement de prototypes qui sont adaptés à nos besoins en agroécologie, dans des systèmes diversifiés, complexes. Et c'est l'exemple dans le projet Costra, par exemple, du développement avec le lycée agricole de Vesoul, enfin la plateforme agroéquipement de Vesoul, avec des étudiants en lycée agricole, de prototypes de strip-till, de petites bandes de terre, de manière à dégager de la ligne de semis. En termes d'orientation de mon projet, et ce sera ma dernière diapo, je souhaite toujours me poster sur une posture interdisciplinaire en tant qu'agronome système à la croisée de d'autres sciences, en partie parce que ma curiosité m'y amène, mais aussi parce que pour mon projet de recherche, j'ai besoin de pouvoir collaborer et de mobiliser des concepts d'écologie des communautés. Je me questionne encore sur les grands axes me prendre. J'ai proposé d'ailleurs dans mon manuscrit 3 grandes options, mais qui semblent se dessiner selon au moins 2, que j'ai mis ici de manière orthogonale, mais qui ne le sont pas complètement. La première, c'est un plus grand ancrage de mes recherches sur la flore adventice, sur une recherche de production de connaissances, sur un partenariat plus européen. La deuxième étant un ancrage toujours plus adventiste, mais sur une recherche de type problem solving. On a des problèmes de gestion de la flore adventice. En France, on crée un partenariat avec la R&D. C'est l'exemple type de ce qu'on a fait dans le projet Parsada et qui peut parfois déborder sur l'ingénierie, la formation et le transfert. Et pourquoi pas des collaborations comme dans Parade avec les sciences de l'éducation et la formation en ingénieur ou en lycée agricole. Et qui est parfois attiré par un troisième axe qui vise à élargir mes recherches sur des choses hors adventisme, mais qui mobilisent mes compétences d'agronome et d'agroécologue pour évaluer des systèmes de culture agroécologique sur une diversité d'enjeux, sur la diversité microbienne, sur les émissions de gaz à effet de serre et sur d'autres aspects. Je voulais finir en remerciant les membres du jury et les rapporteurs d'avoir rapporté mon travail, l'ensemble de mes collègues de l'UMR BGA et agroécologie qui ont toujours voulu collaborer avec moi, avec passion, et les collègues qui, à l'échelle du pôle, m'ont soutenu depuis le début. Vous le savez probablement, mais on ne mène pas une carrière de chercheur sur le terrain avec autant d'expérimentation tout seul. Et donc, je l'ai fait avec l'ensemble des équipes techniques de l'UMR BGA d'abord, puis de l'UMR agroécologie, et grâce à l'aide des gestionnaires pour la gestion de tous ces projets dans lesquels j'ai été engagé. Je voulais aussi remercier mes collègues de l'unité expérimentale, dont certains sont présents ici. Alors, j'ai mis Violaine un petit peu à part parce qu'elle est passée dans le vin depuis qu'elle a quitté les grandes cultures, mais j'ai eu une relation très fusionnelle avec elle dans la création de la plateforme Cassis et mes collègues de l'UE qui nous ont accompagnés. Mes collègues de Cornell, et je voulais faire une spéciale dédicace à 2 formes d'adventisme, la jeunesse et l'avenir. Les doctorants et les post-doctorants qui ont toujours été très riches dans les relations avec lesquels j'ai eu, et les adventistes et les mauvaises herbes du maire général, parce que je trouve que par leur résistance, leur résilience, leur diversité, leur mystère, elles continueront, je pense, encore longtemps à nous donner du travail. Merci de votre attention.